Quand à l'âge de 7 ans, où je demeurais en Gaspésie, chez mon père, on avait une vue sur le fleuve. J'ai vu un avion, moi je l'appelais ça atterrir, mais atterrir sur le fleuve. C'était une très, très belle journée. Puis j'ai parti à la course pour aller voir cet appareil-là. Puis tout ce que je voyais, c'était de la buée en arrière blanche avec l'avion s'en allait. Mais à un moment donné, elle a laissé l'eau. C'était très majestueux. Laissé l'eau est tournée vers la gauche pour partir vers Montréal, vers le haut du fleuve Saint-Laurent. Alors j'étais vraiment... C'était superbe, ça. C'était une vue que j'ai toujours restée dans mon idée. J'ai complété mes études, j'avais 18 ans. C'était durant la guerre, c'était en 1941. Alors, à un moment donné, j'ai vu une annonce qui disait « Venez vous enrôler sur la rue Buade, à Québec. » Alors là, j'ai décidé que j'allais partir pour aller à Québec, m'enrôler dans l'aviation, dans le corps d'aviation royale canadien. Mon premier vol solo, c'était à Malton. Alors, c'était évidemment, on faisait de l'exercice avant ça, de l'entraînement avant ça. Mais à un moment donné, mon instructeur, alors il dit, bon, ben là, tu es prêt pour aller faire un solo. OK. Alors, j'ai parti. J'ai fait un vol solo. Quand j'ai gradué, on était 56 dans le cours. Et puis, il y avait 5 de nous autres qui ont été promus au rang d'officier. Je suis allé faire le cours d'instructeur. Puis là, je suis revenu à Saint-Hubert et puis j'ai enseigné à Saint-Hubert pendant 1 an de temps. Après ça, ils m'ont envoyé suivre un cours sur le Canso. Et puis, je suis revenu avec un équipage. Et puis, j'étais basé à 161, l'escadrille 161, à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse. J'ai fait un tour d'opération avant qu'ils m'ont demandé d'aller faire de l'enseignement, prendre de l'expérience sur les 4 moteurs, les B-24. Alors, je suis allé à Abbotsford, en Colombie-Britannique. Là, j'avais un autre équipage. Après la guerre, j'ai complété des études, enfin 2 ans en génie minier. Et puis, j'avais pas assez d'argent pour continuer. J'étais marié dans ce temps-là. Alors, on avait des dépenses et tout ça. J'ai travaillé pour une compagnie qui faisait du forage tout près de Rouyn-Noranda, McDonald Mines. Et puis, bon, alors, à un moment donné, ce que je faisais, moi, pour eux, c'était pour déterminer si vraiment leur tonnage était correct. Alors, dans le mois d'août, on m'avait demandé d'être présent. C'est là que j'ai compris qu'il allait fermer la mine pour l'hiver. Alors, c'était pas une bonne nouvelle. Ma place de résidence à Rouen était très près de la base de Goldbelt Air Service. Il y avait 3 Norseman 5 dans le temps. J'allais là souvent à la base pour parler avec Léo Séguin, qui était le gérant de la place. Alors, j'ai dit à Léo, j'ai dit, c'est de valeur, j'ai dit que moi, j'ai piloté des Canso, puis il savait ça, j'en avais déjà parlé de ça. Je pourrais peut-être piloter pour toi. Bien, il dit, ça te donnera peut-être, mais il dit, t'as pas de licence. J'ai dit, non, j'ai pas de licence. Alors, je suis parti de Rouen en autobus, et puis je suis allé à Ottawa. Puis le directeur de l'aviation civile dans le temps, c'était Cawley, qui était le Air Vice Marshal Cawley, qui était le grand patron aussi de toute l'Est du Canada, là. Et puis, il était venu 2-3 fois nous visiter à 10BR, 10 Bomber Reconnaissance, à Gander. Alors, j'avais eu la chance de lui parler, mais il ne se rappellera jamais de moi. En tout cas, quand j'ai demandé combien ça prendra de temps pour avoir ma licence, ils ont dit 3-4 jours, vous avez des examens à écrire, puis tout ça. Oh, j'ai dit, j'ai pas le temps d'attendre ça, certain. Puis là, je savais, moi, que Carley était le directeur de l'aviation civile. J'ai dit, est-ce que je pourrais avoir votre directeur? Je pense que je le connais très bien. Ils ont dit, tu connais le... Oui, j'ai dit, ben oui, à 10BR, je l'ai rencontré une fois. Il ne se souviendra pas de moi, mais ça me fera plaisir quand même de le voir. Alors, j'étais le voir, puis quand je suis arrivé là il ne m'a pas reconnu. Mais je lui ai dit, j'étais un des capitaines à 10BR là-bas, puis j'ai dit, là, maintenant, ça fait 2 ans que je travaille durant l'été pour une compagnie minière, puis j'avais fait tout le survey, là, des propriétés, puis après ça, du forage, puis tout ça.
J'ai conté l'histoire. Alors, j'ai dit là, ben, j'essaie de m'avoir une licence commerciale pour pouvoir piloter des Norseman. Bien, ça ne sera pas bien long, on va t'avoir ça. Là, il a fait demander à quelqu'un. Puis lui, il a dit, lui là, donne-lui seulement que Air Regulation. Puis il a dit, aide-lui là-dessus parce qu'il faut qu'il se retourne à Rouen demain, ce soir. J'avais dit ça. Alors, je suis reparti avec ma licence dans ma poche. Puis le lendemain matin, quand je suis arrivé là-bas, j'ai été voir Léo Seguin, puis il a dit, regarde Léo, j'ai ma licence. Il dit, comment ça se fait que tu as ta licence? C'est pas possible. Bien, j'ai conté l'histoire un petit peu. Il dit, il fallait que ça soit fait rapidement. Alors là, ben, il y avait un autre type qui ne pilotait plus maintenant, mais qui avait déjà piloté longtemps dans le brousse, un vieux de la vieille, comme on peut dire. Alors, c'est lui qui était venu pour me montrer comment opérer le Norseman et puis voir si j'étais capable de piloter ça correctement et tout ça. Alors, ça a été fait de même. J'ai commencé à piloter tout de suite le lendemain matin. Quelques années plus tard, j'ai piloté les DC-3. Alors, je pilotais sur roue, sur la côte du Labrador, durant l'hiver, sur roue. Parce qu'il y avait très peu de neige, peut-être 6 pouces de neige. Alors ça ne nous arrêtait pas pour piloter. Mais à un moment donné, il y a eu trop de... Il y avait trop de neige. On a été obligé d'arrêter à un moment donné, dans le mois de février. Alors, je leur avais dit, c'est pas possible de continuer de piloter avec un DC-3 sur roue, sur des pistes de glace, sur la terre gelée. Mais il y a trop de neige maintenant. On a eu une tempête de neige. Quand j'ai atterri là, ça a été... C'était toute une expérience parce que tu peux planter du nez. Alors, mais c'est moi qui ai certifié, c'est moi qui ai fait tous les tests pour certifier le DC-3 sur ski. Au début de 1956, j'étais directeur des opérations internationales de la compagnie pour le vol transatlantique. À un moment donné, dans le mois de juin, je parlais avec Carl Burke, qui était le président de Maritime Central Airways, puis il était devenu propriétaire aussi de Boreal Airways et Mont-Laurier Aviation. Alors, il m'a dit, tu as fait du bush flying, toi, puis dans le coin là-bas. Il dit, dis-moi donc, il dit, on perd de l'argent avec ces compagnies-là. J'ai dit, Carl Burke, ça. J'ai dit, Carl, il n'y a aucun moyen de faire de l'argent dans le bush flying pour desservir des places comme Chibougamau, par exemple, ou des places où il y a beaucoup de terrains miniers, quand c'est servi par une route majeure. Alors, quand la route majeure a été faite en 1954-55, tous les revenus de Bush Opération a baissé d'à peu près 80 %. Parce qu'à ce moment-là, en 1956, vous savez, le Dew Line Distance Early Warning Line, le Dew Line, la ligne de radar dans l'Arctique, est à compléter. Alors, j'ai dit, ce serait vraiment une très belle route à faire. Alors, j'ai dit, bien, il faudrait les mettre ensemble. Il dit, fais-moi une courte étude de ça, puis dis-moi à peu près comment est-ce que ça pourrait coûter pour faire le changement. Alors, dans une semaine, j'ai fait ça. J'ai commencé à faire l'étude de différents modèles d'avions. On a regardé le Douglas DC-9 avec une grande porte de cargo en avant. On a regardé le Boeing 727 avec encore une porte de cargo en avant. Et puis, à cause du balance, weight and balance, c'était pas un avion c'était pas l'avion pour nous autres. Et quand Boeing a sorti le 737 avec une grande porte de cargo en avant, puis les moteurs en avant, au lieu d'être en arrière, alors c'était l'avion pour nous autres. On en a acheté 3 pour livraison en 1968. Et puis, c'est ça réellement qui a fait Nordair. Moi, j'avais réellement jamais entendu parler du projet de la baie James avant que M. Boyd, qui était le vice-chairman de l'Hydro-Québec, m'appelle parce qu'on se parlait souvent, parce qu'il y avait beaucoup de transports, des fois, qu'il voulait faire avec des passagers. Puis, au lieu de parler avec les types qui vendaient, il m'appelait, puis il dit, es-tu capable de passer quelqu'un qui est capable de nous répondre à nos questions, puis nous organiser ça comme il faut, etc. Bon.
Alors, je faisais l'interface. Ça a duré pendant 2 ans avant, mais je n'avais jamais rencontré M. Boyd. Jusqu'au temps où j'avais été invité pour faire de la chasse aux oies avec eux autres là, à l'ouest de la baie James. Là. Alors, c'est là que j'ai commencé à entendre parler un peu du projet de la baie James. Mais ça, c'était 2 ans, mais 1 an, peut-être 1 an avant que ça commence. Et puis, en 1971, durant l'été, du mois de juillet, il m'a appelé et il m'a dit, nous autres, là, on va avoir une grosse réunion dans le mois d'août à Chesapeake, Fort George. Il dit, ils ont un gros problème de logistique en vue. Ils vont essayer de régler ça là-bas. Il dit, je veux que vous écoutiez qu'est-ce que c'est qu'on pourra faire comme solution à ce problème-là. J'ai dit, OK. Alors là, j'ai parti avec eux autres et puis j'ai écouté toute la soirée. Et le lendemain matin, j'ai parlé avec M. Boyd et puis je lui ai dit, réellement, vous n'avez pas de problème parce qu'on peut transporter toutes les marchandises et les bulldozers que vous voulez, tous les bulldozers les C8, par exemple, les D8, avec les tracts larges là, de 4 pieds. Alors, j'ai dit, on peut les transporter dans ensemble, assemblés, excepté pour la pelle en avant, là, et le yoke en avant, et puis la winch en arrière. Ça serait trop pesant pour parce que j'avais fait l'étude du C-130, Lockheed C-130, là, avant ça. Ça fait des années que j'avais fait ça. Alors, j'ai dit à M. White, j'ai dit, il n'y a pas de problème pour vous autres, vous pouvez transporter tout l'équipement que vous voulez. Mais rendu à l'hiver d'ensuite, on a fait un gros, le 10 de mars 1972, oui, M. Boyd m'a demandé d'aller à une réunion qu'ils avaient. Il y avait des ingénieurs, il y avait toutes sortes de gens là. Parce qu'ils voulaient transporter 2500 tonnes sur la baie James. Ils avaient eu, c'était pas officiel, mais pour eux autres, ils le savaient, mais nous autres, on ne le savait pas, c'est-à-dire le public ne le savait pas. Mais le projet de la baie James commençait et devait commencer. Alors, pour que ça commence, il fallait transporter ces 2500 tonnes-là, un peu éparpillées sur le long de la baie James, là, à des endroits stratégiques, sur des lacs, parce qu'il n'y a pas de route, ni même partir de Val-d'Or, ni de Matagami, il n'y avait pas de route, dans ça, il n'y en a aucune. J'ai dit oui, à condition que je parte d'ici avec un bon d'achat dans ma poche, sans restriction, parce qu'on ne sait pas comment ça va coûter, cette affaire-là. Ah, il dit, c'est correct, il dit. Alors, j'ai parti de là avec le bon d'achat dans mes poches. Et puis, on a commencé immédiatement. J'ai loué le type d'avion que j'ai piloté avec Maritime Central Airways, un Bristol 170. On a loué un qui était à Winnipeg. Puis ils ont venu nous transporter un tracteur, puis différentes pièces d'équipement sur un lac, sur la baie James. Et puis là, à partir de ça, c'était le mardi. Puis rendu au vendredi soir de cette même semaine, on avait 250 tonnes de placés là. Alors, pour compléter cette affaire-là, rendu au printemps, on a fini... je pense que c'était le 24 du mois d'avril, mais avant ça un peu, il nous avait apporté un autre 2000 tonnes. Puis là, on a été obligé de louer un Hercule de Pacific Western Airlines pour transporter ça à Chesapeake, Fort George. Puis on avait transporté ça avec des DC-4 sur des pistes sur glace. Mais rendu au début de 83, là, il y a plus grand travail. Tous les contrats qui avaient été faits, ça avait été terminé, puis il n'y avait pas de problème qui restait en arrière. Alors, là, il y a quelqu'un qui m'a dit, bien, il y a Jacques Léger, le président de Québec Air dans le temps, qui voudrait bien que tu travailles avec lui. Bien, j'ai dit, je ne veux plus recommencer à faire du travail soit à travailler pour Québec Air ou Nord-Air ou n'importe quoi. J'ai dit, je prends ma retraite. Mais Jacques Léger était très insistant. C'était un ancien vice-président de Nord-Air, ça. Il était en charge de la finance chez Nord-Air. C'était un comptable agréé, ça. Alors, on était des bons amis, tu sais, quand il était là.
On se visitait beaucoup, puis tout ça. Alors, Jacques m'a dit, j'ai absolument besoin de toi. Il dit, ici, là, les Québécois, c'est pas drôle. Puis alors, il m'a décrit quel problème qu'il y avait, là. Et j'ai dit, écoute, je vais aller t'aider pour quelques mois, c'est tout. Puis j'ai dit, on va choisir quelqu'un qui est capable de faire l'ouvrage. Puis j'ai dit, ben moi, je m'en vais.